Fabienne Perrin, bonjour. Oui. Merci d'être venue au Ninkasi pour cet entretien politique. Alors, vous avez été maire adjointe à Saint-Étienne, vous êtes conseillère départementale, en binôme avec le président Georges Ziegler. Quelle est votre compétence dans cette institution, dans cette collectivité territoriale? Alors bonjour, Pat Françon. Eh bien, je suis en charge du logement et de l'habitat. Une très grosse C'est pas de délégation. petits dossiers, voilà. Oui, très grosse délégation dans un département qui est à 50% urbain, 50% rural, qui connaît effectivement des difficultés de logement qui sont très prégnantes dans les villes, mais pas moins difficiles dans les villages. Et vous n'êtes pas une professionnelle de la politique, je précise, vous êtes directrice adjointe d'une des 2 écoles d'infirmières, on le dit au féminin, mais il y a aussi des infirmiers de la ville de Saint-Étienne. Et là, vous avez été élue présidente du comité départemental de soutien à Valérie Pécresse. Quelles sont très rapidement, on peut pas faire une liste, mais les autres composantes du bureau de cet organe provisoire, évidemment, pour l'élection présidentielle? Alors le bureau, en fait, la commande... comme on pourrait le dire d'une façon un peu généraliste, c'est à la fois le président Loire, Jean-Pierre Tête. Voilà, de la fédération. Voilà, c'est ça. Et l'ensemble des responsables de circonscription et l'ensemble des responsables Loire, des composantes politiques favorables à l'élection de Valérie Pécresse. Alors comment s'est passé quel a été le climat de l'élection interne, de la primaire, même si on a dit que c'était un congrès, le terme n'avait pas été utilisé. Est-ce que dès le début, vous étiez soutien de Valérie Pécresse? Puisqu'il y avait des référents, par exemple, Hervé Reynaud était le référent départemental de Michel Barnier, il y avait d'autres personnes qui représentaient, on sait que Dino Cinieri a voté pour Éric Ciotti. Est-ce que ça a été clivant, cette campagne, ou au contraire, les gens se sont bien rassemblés après autour de la candidate élue par les adhérents? Alors chacun a exprimé ses sensibilités, je ne cache pas, j'ai soutenu Michel Barnier en première intention. D'accord. Je me suis d'ailleurs rendue à Renaison le voir sur sa première intervention en public. Il était convenu que la primaire, c'était une primaire, une vraie. C'est-à-dire chacun s'exprimant et après, la démocratie faisait son travail. Et c'est ce qui s'est passé. Valérie Pécresse et Éric Ciotti sont sortis vainqueurs, entre guillemets, de ce deuxième tour et se sont opposés, affrontés, que dis-je, challenger, parce que chez nous, c'est du on se challenge, on est dans le même parti, et finalement, c'est Valérie Pécresse qui a été élue. Moi, je trouve que nous avons eu une primaire exemplaire au plan local et national, et je pense qu'il faut en souligner toute l'importance, puisque actuellement, même les opposants les plus farouches se rangent derrière elle. Alors, c'était la seule femme candidate à cette primaire. Est-ce que vous pensez, au-delà de ce constat, que l'heure des femmes est venue aujourd'hui, que les gens sont moins machistes qu'avant? Alors, première chose, j'ai voté deuxième tour Valérie Pécresse. Ça me semble important de le dire. Bien sûr. J'ai donné mon parrainage récemment, hein, je ne m'en suis pas cachée. Est-ce que l'on devient un peu moins machiste? C'est le constat que vous faites dans les assemblées où vous avez siégé ou dans celle dans laquelle vous siégez actuellement? Alors, pour vous dire, j'ai quand même plus de 30 ans de militantisme. Alors, longtemps, j'ai collé les enveloppes, distribué les tracts. Donc, c'est dire que c'était peu... C'est important, peu valorisant, mais moins valorisant. Bien sûr, oui. Valorisant, certes, mais pas valorisé, on va dire. Ben, oui, voilà. Mais quoi qu'il en soit, les lois... et les obligations ont rendu les choses un peu plus simples pour les femmes, pour retrouver une place à équivalence de nombre des hommes. Mais en termes de réflexe, je crois on va dire qu'ils ont encore la vie dure. La phallocratie est quand même toujours à l'œuvre. On peut prendre l'exemple du premier meeting parisien de la candidate. Hein. On peut imaginer qu'il y aurait eu moins de violence dans les critiques sur son accent, sur le fait de regarder le prompteur, sur sa déambulation, que si ça avait été un candidat masculin. Parce que là, il y en a beaucoup qui se sont déchaînés de façon assez... pas vulgaire, mais presque. Ah, mais je suis assez d'accord avec vous. Puis d'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas une seule femme politique qui n'a pas été son soutien. En ce qui concerne les critiques qu'elle a reçues sur sa posture, sur son physique. Elle a bien corrigé d'ailleurs, il y a eu des compliments sur ce qu'elle a fait après au Canet, dans le Sud. Dans le Sud et ailleurs, elle a encore fait quelques interventions brillantes. C'est une personne avec des capacités très nettes. 2 fois ministre, 2 fois des ministères réussis.
qui ont chaque fois apporté des réformes qui ont été vues plutôt comme des progrès, qui sont passés dans des bonnes conditions. C'est une bonne alliée des présidents avec lesquels elle a travaillé. Pour moi, c'est vraiment une femme politique dans toute sa force, dans toute sa stature. Et je pense qu'il serait dommage qu'on vienne l'embêter parce qu'un jour, elle a une coiffure comme ça, ou le lendemain, parce qu'elle ne porte pas une jupe. Parce que là aussi... est-ce qu'on pose la question à un monsieur, est-ce que vous portez une jupe? Ça me semble pas être tout à fait une bonne question non plus. Porter un pantalon, quel est le problème? Alors, il n'y a pas eu que ce genre de critique. Il y a eu aussi, elle est présidente de la première région de France, mais il y a eu, entre guillemets, un problème avec l'affaire Alstom, où son mari, qui est cadre de cette grande entreprise, il y aurait eu un conflit d'intérêts avec Île-de-France Mobilité. Il y a eu ce très long article de 8 pages de Libération sur la primaire, avec l'histoire comique qui a été reprise sur les réseaux sociaux d'un chien qui aurait été dans les électeurs, de personnes décédées, de gens de la communauté chinoise qui n'étaient même pas naturalisés français, qui auraient voté sans le savoir. Dans les sondages, c'est moyen. Puis là, peut-être quand même une bonne nouvelle dans ce tunnel de mauvaises nouvelles. François Fillon vient quand même de démissionner des 2 conseils d'administration de compagnies russes dans lesquels il siégeait jusqu'à tout récemment. Et il défendait encore Poutine il y a quelques jours, donc ça c'était aussi un peu plombant quand même. Alors, au titre de la campagne en général, effectivement, c'est un peu plombant tout ça, mais il faut avouer que le bashing est à l'œuvre. Hein. 8 pages dans un hebdo, chapeau, hein, franchement, surtout pour démonter une candidate et sa primaire. Hein. On n'est pas dans une élection. J'ai vu l'un des journalistes qui dit on est même allé jusqu'à Mayotte pour enquêter. Voilà, c'est-à-dire que je ne sais pas si on a enquêté de la même façon sur les autres candidats et dans la façon dont ils ont pu se porter à la tête de leur formation. Donc, moi, je trouve ça quand même extrêmement désagréable. Je trouve ça étonnant qu'on aille jusque-là. On va bientôt faire les poubelles hein, si ça continue, hein, pour se demander de quoi se nourrit-elle, de quoi vit-elle. Donc, moi, il me semble qu'il faut savoir en toute situation raison garder. Il faut qu'elle garde le cap. Je pense qu'elle y est. Est-ce que les militants que vous fréquentez sont troublés quand même par ces questionnements, par ces articles, par ces attaques? Quand vous parlez d'un chien qui a voté, ça fait forcément réagir quelqu'un. Donc après, il faut aussi prendre les renseignements au bon endroit, accepter de se dire il y a peut-être quelque chose qui s'est passé, essayer de l'élucider, en tous les cas apporter à l'électeur, aux militants, en tous les cas les moyens de ne pas douter de la qualité de sa candidate. Alors ça, c'est des incidents de campagne, il y en a toujours, vous l'avez dit. Mais alors de façon plus, non pas philosophique, mais plus politiste, est-ce qu'aujourd'hui les LR sont pas un petit peu coincés entre ceux qui lorgnent vers Macron, et on en voit qui se rallient, y compris d'anciens ministres ou des sénateurs, des députés, et puis ceux qui sont aussi, et ça existe, qui maintenant qu'ils le disent, y compris dans le Rhône voisin, tentés par Zemmour? Ben écoutez, moi je suis républicaine, de naissance RPR. Donc, à aucun moment, je ne me pose la question de savoir si je vais vers un autre parti. Je suis républicaine et je soutiens la situation de mon parti et sa candidate. Donc, je ne comprends pas comment une vraie républicaine peut, à un moment ou à un autre, se poser la question de savoir s'il va chez Zemmour ou s'il va chez Macron. Est-ce qu'on est en face de personnes avec des convictions? Je commence à me poser des questions. Est-ce que les gens sont des opportunistes? Est-ce que c'est l'opportunisme qui fait qu'ils sont ici et le lendemain ailleurs? En tous les cas, en ce qui me concerne, comme on le dit très habituellement, je suis droit dans mes bottes. Alors, il y a quand même un petit caillou dans la botte, notamment dans la Fédération de la Loire. Il y a le maire de Saint-Étienne qui a été exclu des vice-présidents, qui continue à cultiver ce que j'appellerais son ni Pécresse ni Macron. Sans préciser, d'ailleurs, il a dit l'autre jour sur Public Sénat, et je l'ai vu cette séquence, qu'il ne se reconnaissait dans aucun candidat. Est-ce que c'est une posture qui peut être durable? Il a quand même encore de l'influence auprès de gens qui sont ses adjoints ou qui sont dans sa garde rapprochée, comme on dit en politique. Écoutez, c'est la même réponse que je viens de vous faire. Hein. Je pense que quand on est dans une famille politique, on peut avoir quelquefois des désaccords entre cousins. Entre oncles et neveux, entre même père et mère, hein, ou père et enfant. Non, mais je me dis qu'il n'y a aucune raison. On est dans la famille, il est dans la famille, il restera dans la famille, il n'y a pas de raison.
il le dit il en parle comme de sa famille politique, mais il ne montre pas beaucoup de gestes de soutien. Ah, écoutez, tant que, moi je vous le dis, il est dans la famille, comme n'importe quel autre militant. Moi, je n'ai pas noté dans ses intentions un départ ni quoi que ce soit. Bon, il est dans la famille, il est avec nous. Alors, je ne me pose pas de questions là-dessus. Les politiques ont toujours une avance sur le grand public. Ils sont déjà dans les législatives de juin qui vont suivre la présidentielle. Un article récent, je suis désolé de reciter, alors là, ça sera Le Monde, hein, un article qui disait sur le plan national, la négociation entre l'UDI et les LR était compliquée, que la personnalité de Jean-Christophe Lagarde, qui a quand même été un petit peu sulfureuse avec son communautarisme, avec sa pas mise en examen, mais il était en garde à vue pour port d'armes illégales. Est-ce que vous sentez une répercussion de ces difficultés sur le plan local? Alors moi, j'ai envie d'exclure la situation spécifique de Jean-Christophe Lagarde, parce que je dirais que c'est une situation d'un homme. En revanche, localement, de ce que j'en vis, de ce que j'en connais d'ailleurs depuis de nombreuses années, c'est que l'UDI reste un partenaire privilégié, qu'ils ont décidé, que ce soit dans leur congrès, que ce soit localement, d'être à nos côtés. Et nous les acceptons et nous leur disons bienvenue comme d'habitude. On est heureux d'être ensemble. Après, bien sûr qu'il va y avoir toujours des discussions. Combien, quand, comment. Bien entendu que ça devra s'affiner. Mais moi, je suis pas quelqu'un de mécontent de leur présence. Bien au contraire, je suis quelqu'un qui apprécie qu'ils soient avec nous. Et je suis toujours certaine qu'on trouvera le meilleur des accords. Merci beaucoup. Le meilleur des J'avais compris, accords. Très bien. Merci beaucoup Fabienne Perrin d'être venue au Ninkasi pour cette séquence sur 42 TV. Merci Pat François, à bientôt.